accrochez les ceintures. Parce que là, je vais vous faire quelques révélations qui vont décoiffer, la société de connivence européiste. Il se trouve que les travaux les plus récents de l'historiographie européenne démontrent ceci. Premièrement, la déclaration Schuman qui a fondé l'Europe n'est pas de Schuman. Deuxièmement, la déclaration Schuman n'est pas originaire de France, mais des États-Unis. En effet, c'est le secrétaire d'État américain Dean Acheson qui somme Schuman et Monnet de réintégrer l'Allemagne avant la mi-mai 1950. Ils ont la corde au cou. Et ils vont s'exécuter. Et celui qui écrit la déclaration Schuman, c'est Jean Monnet, sous le contrôle des Américains. Et là, coup de théâtre. Le 8 mai au matin, le 8 mai, débarque à Paris, au Quai d'Orsay, Dean Acheson, le secrétaire d'État américain. Et quand les autres le voient arriver, Schuman, Monnet, il dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « Je viens contrôler et corriger. En tout cas, relire. » Il contrôle, il corrige, il relit la déclaration qui va être lue le 9 mai au Quai d'Orsay par Robert Schuman, le lecteur, l'interprète. Quelle est la leçon de cette histoire, cette fameuse journée de l'Europe? Il y en a deux. La première leçon, c'est que la journée de l'Europe est d'inspiration américaine, que l'Europe est d'inspiration américaine, que dans l'idée des Américains, l'Europe, c'était l'annexe de l'OTAN. Et la deuxième conclusion, c'est que l'Europe était conçue par les Américains, comme par Jean Monnet et Robert Schuman, comme un marché, et non pas comme une puissance. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun ressort de puissance dans cette Europe, et il y avait un fédérateur extérieur qui était l'Amérique. L'Europe est une création américaine. Et tout le drame qu'elle vit en ce moment, c'est qu'en fait, le créateur se défait de sa créature, parce qu'il a d'autres objectifs du côté du Pacifique. Et donc, on a des orphelins de l'oncle Sam qui se concertent entre eux, qui se frottent les uns les autres pour se donner un peu de chaleur et qui s'interrogent les uns les autres en disant « Qu'allons-nous devenir ?» Donc l'arme du temps. La deuxième arme, c'est ce que les polémologues appellent l'arme de l'hydre. L'hydre, c'est un serpent d'eau qui repousse avec plusieurs tentacules, plusieurs têtes. Et c'est le système de défense iranien, ce qu'on appelle la défense mosaïque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 31 provinces, 31 commandements, indépendants les uns des autres, avec leurs shaheds, leurs vedettes, etc. Et on n'en finit pas quand on croit en avoir fini, parce qu'on en a fini en décapitant la tête, mais la tête, elle repousse. Donc c'est très très difficile de se battre contre un ennemi à multitête. La troisième arme, vieille comme le monde et comme l'Ancien Testament, c'est le lance-pierre. C'est David qui tue Goliath avec un lance-pierre. Pourtant, Goliath est beaucoup plus fort que David. Et donc là, le lance-pierre, confectionné par 230 000 ingénieurs, parce qu'en Iran, on oublie de le dire, il y a 230 000 ingénieurs, donc ils ont eu le temps de réfléchir et d'inventer des armes qui sont les armes du pauvre. En l'occurrence, le shahed, c'est-à-dire le drone. Le drone qui est très difficile à détecter, très difficile à intercepter. Donc c'est vraiment l'arme du faible contre le fort. Mais avec l'arme du faible contre le fort, on use le fort. Et puis, on a tout le temps pour lui permettre d'épuiser ses stocks, ce qui est peut-être le cas en ce moment. Ensuite, il y a une autre arme. Je vais du faible au fort,
du plus faible au plus fort, l'arme de la prise d'otage, à laquelle les Américains n'avaient sans doute pas pensé. La prise d'otage des pays du Golfe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la prise d'otage de l'économie mondiale. Au point qu'aujourd'hui, on a des dissensions entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ça se complique. L'Orient compliqué dont parlait De Gaulle. Je suis parti en Orient, dans cet Orient compliqué avec des idées simples. On part avec des idées simples, mais on revient avec des idées compliquées. Et enfin, et surtout, le fameux détroit d'Ormuz. On pourrait pas appeler non pas d'enlisement, comme au Vietnam, mais d'ensablement. Et en fait, ce qui me frappe, je vais vous dire, quand j'écoute les commentateurs et que je regarde les officiers de plateau, tous disent la guerre a changé d'objectif. Au début, c'était le régime change, changement de régime. Ensuite, c'était le nucléaire. Et maintenant, c'est Hormuz. Et moi, je pense que les Iraniens eux-mêmes ont petit à petit conçu l'idée, de manière expérimentale, qu'ils avaient à leur disposition une arme pour le futur et que cette arme, ils ne vont pas la lâcher. C'est-à-dire qu'ils sont prêts peut-être à lâcher sur les 440 kilos d'uranium enrichi, mais Hormuz, non. Parce qu'en fait, c'est le détroit le plus important du monde par rapport à l'économie occidentale. Et donc, en fait, le fin du fin pour un faible dans une guerre contre un fort, voire un très fort, contre une hyperpuissance, c'est de fabriquer des alliés. C'est qui les alliés ? C'est l'étudiant anglais qui est à Harvard et qui se dit « je ne vais pas pouvoir revenir chez moi à Londres en juillet parce qu'il n'y a plus de kérosène ». C'est l'infirmière libérale des herbiers qui est obligée de rester chez elle un jour sur deux parce qu'il n'y a plus d'essence. En tout cas, l'essence est trop chère pour elle. C'est le paysan de la Pampa qui ne peut plus utiliser ses semences, ses engrais, parce que tout ça, ça vient du détroit d'Ormuz. C'est le fabricant de smartphones qui a plus accès à l'hélium, etc., etc., etc.